L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Alors aujourd'hui, on va parler du collège et de l'entrée bien sûr en 6e. Tout d'abord, nous allons vous expliquer comment se passe l'inscription au collège. Alors, pour l'inscription au collège, ça se déroule souvent entre avril et juin. Votre enfant va être affecté à un établissement en fonction de votre adresse. Cela veut dire que si vous changez d'adresse pendant l'été, il faut vraiment le préciser. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, c'est bien sûr l'école élémentaire qui procède aussi à la vérification des adresses. Et puis, le collège va vous communiquer un dossier d'inscription. Ce dossier peut être en version papier ou en ligne. Maintenant, parlons un petit peu de ce qui va précéder la rentrée de septembre. Et notamment, là, on s'adresse bien sûr aux familles, aux parents, aux futurs collégiens. Que pouvez-vous faire pendant l'été qui précède cette rentrée en 6e ? Des cahiers de vacances, évidemment. Ah, évidemment. En effet, si votre ado a très envie de préparer sa rentrée, est un petit peu stressé et a envie de faire du travail pédagogique, pourquoi pas ? Ceci dit, ça peut être tout à fait des lectures de romans ou ce qui le passionne, ce qu'il ou elle le passionne. Et il arrive assez fréquemment d'ailleurs que les collèges fournissent une liste d'ouvrages à lire, qui n'est pas du tout obligatoire. Enfin, pour certains collèges, notamment privés d'ailleurs, c'est obligatoire. Et pour d'autres, ce sont juste des suggestions. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre, Élise ? Vous pouvez également proposer à votre ado, s'il n'a pas déjà effectué d'autres voyages, des colonies de vacances. Ça peut être aussi l'occasion d'aller à l'étranger, d'avoir un correspondant. Il y a pas mal d'organismes qui proposent effectivement de trouver un correspondant dans une langue étrangère, évidemment espagnol, anglais, allemand, chinois, ce que vous voulez, portugais, tout existe. Et puis il y a aussi des camps de vacances plus sportifs, ou alors dans des grandes villes. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui existent, et puis aussi des choses sur le territoire français très intéressantes avec des activités sportives ou artistiques ou culturelles. Vous pouvez également vous renseigner auprès des différentes collectivités, municipales ou territoriales, qui proposent à coût réduit des voyages ou même en étant sur place, qui proposent des activités pendant les vacances pour les jeunes. Tout à fait. Passons maintenant aux fournitures scolaires. Alors, c'est vrai qu'il y a des établissements qui vont vous proposer dès le mois de juin une liste de fournitures que vous pouvez acheter au courant de l'été. Si ce n'est pas le cas, surtout, qu'est-ce qu'on conseille ? Attendez. Attendez, laissez passer les effets de mode. Votre ado va peut-être vouloir la dernière marque en fourniture scolaire. Attendez, ce que vous conseillent les professeurs. Les manuels scolaires sont fournis par établissement. Il est assez important de regarder l'état des manuels quand votre ado les ramène à la maison la première fois, parce que il peut être inscrit sur le registre de l'école que le manuel est en parfait état, et c'est pas toujours le cas. Donc moi, je vous invite à vérifier. Vous aurez bien sûr à couvrir ces manuels. Donc pensez à acheter des rouleaux de protection pour les manuels scolaires. Alors, il existe aussi certains établissements qui fonctionnent avec des iPads sur lesquels il y a les manuels pour effectivement diminuer la charge dorsale des élèves avec leur sac à dos, parce que ça, c'est quand même un sacré sujet. C'est ce poids que doivent porter les collégiens tous les jours dans leur sac pour aller au collège. Alors, dans certains établissements, il existe des casiers pour que les élèves, entre chaque cours, puissent déposer et prendre le matériel nécessaire au cours suivant. Mais ce n'est pas le cas dans tous les collèges. C'est pour ça, effectivement, que certains établissements sont passés au numérique. Alors, ce que j'ai constaté également, c'est que certains collèges interdisent les sacs à dos et sacs à roulettes. Alors que c'est vrai que c'est pourtant moins lourd, mais c'est... bruyant. Ouais. C'est très, très bruyant. Et donc, interdit. Passons donc à ce premier jour. Alors, on sait que c'est la rentrée au collège, donc les parents sont très inquiets, mais aussi, ceci dit, enthousiastes pour cette rentrée et veulent absolument être aux premières loges pour voir ce moment si important dans la vie de leur enfant. Mais un conseil ? N'y allez surtout pas.
Autant en maternelle et en élémentaire, on vous conseille d'accompagner votre enfant. Votre enfant maintenant a grandi. D'ailleurs, on l'appelle plutôt jeune ou ado. Donc surtout, n'y allez pas. Laissez-le ou la entrer dans son établissement seul. Il ou elle a également envie de se prouver qu'il est capable de le faire, qu'il a envie, il ou elle a envie d'entrer dans ce nouvel établissement et de... Oui, c'est une étape de sa vie. Alors, c'est vrai qu'il y a certains collégiens qui vont quand même avoir envie d'être accompagnés. Donc, vous pouvez aller, bien sûr, jusqu'aux portes du collège. Et dès que vous sentez... Et d'ailleurs, je me demande même si vous avez le droit d'entrer. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Donc, vous pouvez aller au plus près de ce que votre enfant souhaite. Et vous allez le sentir, je pense, quand il est prêt à vous lâcher et à y rentrer seul dans l'établissement. Voilà, surtout ne soyez pas insistant, accompagnez si c'est une demande, mais surtout essayez d'éviter et au contraire de préparer votre enfant à cette entrée seul dans l'établissement. Le premier jour, donc en effet, il va y avoir un accueil spécifique pour les 6e. Et puis, vous pouvez informer votre enfant qu'il y aura donc des listes qui seront soit affichées directement sur les murs avec donc des sections où les enfants vont se ranger, ou alors, ça peut être le principal ou la principale du collège, qu'on appelle donc plus directeur ou directrice d'école, mais bien principal ou même principal adjoint. Ça peut être aussi le conseiller principal d'éducation ou la conseillère principale d'éducation, donc le fameux CPE, voire les surveillantes-surveillants, qui vont faire l'appel des classes. En général, le premier jour, c'est le professeur principal de la classe qui accueille la classe de votre enfant. Alors le professeur principal n'est pas toujours disponible, mais en général, c'est souvent lui ou donc un autre professeur. Et ce qui est bien aussi d'expliquer à votre enfant, alors peut-être que l'enseignante CM2 l'aura fait et vous serez peut-être allé aux portes ouvertes aussi de votre collège, parce que souvent les collèges proposent des portes ouvertes, mais quand même le fonctionnement du collège diffère énormément de l'école. Effectivement, le fonctionnement va changer. Il y aura un professeur principal qui va être l'interlocuteur privilégié de votre enfant, mais sachez que ce qui est très difficile pour votre enfant, c'est qu'il va avoir de nombreux professeurs. Donc, il va devoir s'adapter, et ça va être tout l'enjeu du premier trimestre, il va devoir s'adapter à tous ces nouveaux professeurs et à toutes leurs façons différentes de fonctionner. Si les notes en début d'année ne sont pas forcément aussi bonnes qu'escomptées, c'est aussi parce que votre enfant doit s'adapter à ce que lui demande ce professeur en particulier. Certains vont dire « Ah non, là, il faut que tu développes plus. Là, je veux que tu réutilises le vocabulaire que je t'ai appris. » Donc, votre enfant va devoir comprendre les attentes du professeur. Vous pouvez l'aider aussi en expliquant, en faisant un feedback à chaque fois qu'il reçoit un devoir. Alors c'est vrai que le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment ça, c'est-à-dire votre enfant doit effectivement s'adapter à son prof de français, son prof de maths, son prof de sciences, etc., etc. Alors il peut très bien réussir dès le début parfaitement à avoir de super notes ou être dans la moyenne et puis que ça lui convienne très bien. Toutefois, et une fois de plus, on ne recherche pas l'excellence des notes. Attention, c'est pas du tout un objectif en soi. Maintenant, si vous sentez que votre enfant est mal à l'aise, craintif, se plaint de ne pas comprendre pourquoi il a certaines notes qui ne sont pas très bonnes, c'est effectivement ce moment-là pour lui expliquer que c'est le temps de l'adaptation et de reprendre avec lui ses copies, non pas pour lui dire « Oh là là, mais tu lui as fait n'importe quoi à tel endroit », mais au contraire pour lui dire « Regarde, là ce que le professeur attendait de toi, c'est ceci, cela », et de bien lui expliquer qu'il faut qu'il s'adapte effectivement à la demande. C'est un vrai... On pourrait avoir comme réaction de se dire enfin, c'est pas à l'enfant de s'adapter au professeur, mais ceci dit, c'est un apprentissage et un apprentissage important pour sa vie future, pour son métier futur, c'est de s'adapter au contexte et à la personne qu'on a en face de soi et donc à la personne qui nous demande quelque chose et qu'on doit fournir. Vos enfants l'ont déjà fait. Ils l'ont fait quand ils sont arrivés à l'école maternelle, ils l'ont fait quand ils sont arrivés à l'école élémentaire, mais c'était un professeur par an. Là, c'est plusieurs professeurs dans un environnement différent, puisque souvent les enfants changent de classe, en plus, donc ça veut dire qu'ils changent de lieu, qu'ils changent de professeur. Dans certains collèges, maintenant, en 6e, les élèves restent dans la même classe et ce sont les
professeurs qui changent, mais ce n'est pas le cas partout. Et puis, ça ne peut pas être le cas dans certains cours de sciences notamment. Tout à fait, parce qu'on va en laboratoire, parce que dans les salles, par exemple, de langue aussi, parfois, on a des casques, etc. Donc, effectivement, les enfants doivent changer de salle. Ce qui est assez nouveau, même si ça existe aussi en élémentaire, en maternelle, il y a un règlement intérieur, mais en général, c'est plus à destination des parents, des familles. Là, c'est vraiment très important pour les élèves, parce que, bon, ils le signent. Je crois qu'en élémentaire, ils le signent également, mais là, ils le signent, et puis il est même lu en classe, en général, justement, avec le professeur principal. Il y a beaucoup de règles à respecter. Donc, c'est vrai qu'on sait que dans certains établissements privés, il va même y avoir des règles très strictes en termes de tenue vestimentaire, mais c'est aussi valable quand même, je crois, dans tous les collèges publics. Il y a quand même assez souvent des règles sur les tenues. Le minimum, je crois, dans les collèges publics en termes de tenue, c'est notamment le respect de la laïcité, tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est important. C'est important de le lire avec votre enfant. C'est important de bien le comprendre. Il aura également donc un carnet de correspondance. Dans ce carnet de correspondance, vous aurez plusieurs parties. Vous aurez bien sûr l'emploi du temps de votre enfant. Il est aussi inscrit sur ce carnet de correspondance si votre enfant est externe ou interne, donc s'il mange à la cantine ou non. S'il est externe, avec ce carnet, il pourra sortir de l'établissement. Vous avez dedans, vous avez des petites parties détachables pour les retards, pour les absences, et aussi, vous pouvez communiquer avec ce qu'on appelle donc la vie scolaire. La vie scolaire, c'est les surveillants, CPE, etc., pour prévenir d'un retard, d'une absence, etc. En sachant que les retards et les absences vous seront également notifiés par Internet, donc par des différentes plateformes selon les collèges. Mais à 8h10, vous serez prévenu si votre enfant n'est pas en classe. Bah, c'est commencé à 8h, on entend. Oui, s'il commence à 8h, évidemment. L'appel se fait de façon dématérialisée maintenant. Sur cette plateforme Internet, vous aurez également les notes en ligne. Donc, c'est un véritable changement par rapport à ce que nous, en tant qu'enfants et ados, on a vécu. On devait réfléchir à la façon dont on allait annoncer la mauvaise note à nos parents, ou la cacher, ou modifier. Voilà. Là, il n'en est plus question. Donc, c'est aussi à vous, en tant que parents, de trouver une façon sans culpabiliser, sans directement entrer dans la confrontation lorsque votre enfant va revenir du collège et vous allez devoir aborder la dernière note qu'il a eue, qui ne sera pas forcément aussi bonne qu'escomptée. Voilà, surtout, rappelez-vous que le plus important, c'est l'épanouissement de votre enfant, c'est son adaptation sociale. Le collège, c'est vraiment le moment qui cristallise toutes les relations interpersonnelles, et donc forcément aussi les soucis de harcèlement scolaire, etc. C'est vraiment un moment charnière dans la vie de tout élève. On l'a vécu nous aussi, je pense que tout le monde s'en souvient un peu de ces années collège qui sont vraiment pas faciles. N'hésitez pas d'ailleurs en avis sous le podcast à nous faire part de votre vécu, parce qu'on sait tous que c'est un moment difficile. Donc surtout, ne stigmatisez pas votre enfant s'il a une mauvaise note. Ce sont des choses qui arrivent, et au contraire, essayez d'y remédier ensemble, d'en discuter, de voir comment intervenir. Vous pouvez bien sûr, si vous ne vous en sentez pas capable, demander l'aide, tout simplement au collège, de prendre un rendez-vous avec les professeurs, d'envoyer justement par la plateforme en ligne un message au professeur principal. Vous pouvez bien sûr faire appel aussi à des structures extérieures, mais ne surchargez toutefois pas votre enfant. Si les notes sont moyennes, c'est absolument pas un problème. Et vous allez voir aussi, ça va être le début de préférences selon les matières, et puis de compétences aussi, qui seront meilleures dans une matière, meilleures en sciences, meilleures en langue, meilleures en art, enfin meilleures en sport, meilleures en langue, meilleures en français, enfin etc. Donc, c'est le moment de toutes ces nouveautés pour votre enfant. Vous aurez ces notes par Internet, mais vous aurez également, à chaque fin de trimestre, un bulletin qui récapitulera toutes les notes, qui fera les moyennes par matière. En général, une fois dans l'année, vous pouvez rencontrer chacun des professeurs avec qui vous pouvez vous entretenir des progrès ou alors des difficultés de votre enfant et ce que vous pouvez faire pour l'aider. Autre sujet, le repas du midi, le moment de la cantine. Donc souvent, les enfants sont allés à la cantine en école élémentaire, et parfois, il y a une lassitude, les enfants ont besoin de calme le midi. Alors, autorise-t-on un élève de 6e à rentrer chez lui? Ça, oui, évidemment, mais parfois, les parents travaillent, donc il n'y a personne à la maison, et c'est bien pour ça que les enfants déjeunaient à la cantine en école élémentaire. Donc, autorise-t-on les enfants, par exemple, à rentrer chez eux, donc à avoir leur trousseau de clés, et puis à déjeuner, donc éventuellement seuls à la maison s'ils le souhaitent?
Ça, c'est une question à voir avec votre enfant. Vous, il faut que vous soyez d'accord. C'est pas à lui de décider ça de toute façon. Je pense qu'un enfant de 6e à 11 ans est capable de prendre ses clés. Et puis, c'est aussi un apprentissage. Il faut aussi que votre enfant commence à être autonome, à penser, oui, à prendre ses clés, à ouvrir la porte, à refermer la porte quand il repart. Et puis, vous pouvez soit acheter des plats tout préparés, soit avoir cuisiné un peu plus la veille pour qu'il puisse réchauffer le plat au micro-ondes si vous n'avez pas envie que votre enfant touche aux plaques. Ça, c'est après. Alors, ça peut par exemple être un espèce de jeu d'été ou de pré-rentrée. Vous pouvez tout à fait, par exemple, sortir, faire des courses et votre enfant sera avec vous. Et puis, au bout de 5 minutes de marche, vous lui dites, allez, maintenant, tu rentres à la maison avec tes clés, tu vas te faire à manger ce midi et puis j'arrive quand j'arrive. Et ça vous permet justement de gérer tout en n'étant pas là, ou alors au contraire, même d'être là, mais ne pas intervenir du tout et laisser votre enfant, prendre ses clés. Certains parents, dès l'année de CM2, donc dès la dernière année d'école élémentaire, demandent à leur enfant de rentrer tout seul, d'effectuer le trajet tout seul. Donc c'est un premier pas vers l'autonomie. Exactement. Déjà, c'est vrai que en élémentaire, il y a déjà beaucoup d'enfants qui vont tout simplement seuls à l'école. En effet, pour les temps de cantine, ce n'est pas possible si vous habitez loin, évidemment. Il faut aussi vous mettre d'accord avec votre enfant. Est-ce que vous acceptez qu'il vienne accompagné de camarades, ou si vous décidez que non, c'est lui seul qui vient manger à la maison, il faut aussi être très très clair là-dessus et poser des règles dès le départ. Et puis, ça peut être aussi des échanges. Ça veut dire que si elle ou il a des camarades avec qui il souhaite déjeuner, vous pouvez vous mettre en lien avec les parents et puis organiser, par exemple, 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre. Ne pas oublier qu'ils peuvent se disputer à un moment donné, ne plus vouloir déjeuner ensemble. Et ce n'est pas un problème. Et en effet, je pense que ce souci de savoir si on laisse son enfant déjeuner à la maison dépend quand même de chaque famille. Et c'est bien sûr aux parents d'en décider. Qui dit repas seul à la maison, forcément, on va penser téléphone portable. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir des années collège, sachant qu'il y a déjà plein d'enfants qui ont un téléphone portable bien avant l'entrée en collège. Maintenant, en termes de recommandations, que nous conseille-t-on de faire ? Des comités d'experts ont réfléchi et ont remis un rapport en préconisant aux enfants d'avoir un téléphone portable à partir de 11 ans, l'accès à Internet à partir de 13 ans et l'accès aux réseaux sociaux à partir de 15 ans. Après, ça dépend des enfants. Souvent, le fait d'avoir un téléphone portable dépend aussi de si on rentre tout seul à la maison ou pas. Là, on vous donne des préconisations au niveau national. C'est bien entendu à vous d'en parler avec votre enfant et puis d'en décider avec votre conjoint. Ce qui est très important, c'est de ne pas diaboliser. C'est de ne pas diaboliser cet outil. On en convient. Nous, on s'en sert tous les jours. C'est un outil pratique. Ce qui est très important, c'est d'apprendre à votre enfant à s'en servir et vraiment de ne pas diaboliser. Si jamais de lui dire, effectivement, c'est pratique. Tu peux appeler, tu peux envoyer des SMS. C'est un outil de communication vraiment très important. Maintenant, sache que parfois, sur Internet, sur ces réseaux sociaux, tu vas trouver des personnes qui sont mal intentionnées. Voilà comment tu vas réagir. Si tu n'as pas su réagir de cette façon, n'hésite pas à en parler. Il faut que tu nous en parles. Parce que si vous dites à votre enfant, les réseaux sociaux, c'est nul, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Le jour où, sur son téléphone ou si sur le téléphone d'un camarade, il se passe quelque chose de grave, il voudra pas vous en parler parce que il aura peur d'entendre tu vois, je te l'avais bien dit de pas aller sur c'est dangereux, c'est pas bien. Pensez à toujours laisser une fenêtre qui puisse ouvrir le dialogue. Voilà, et c'est vrai que certains collèges proposent d'ailleurs des interventions de spécialistes sur la prévention, l'utilisation des téléphones portables, l'accès aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est vraiment un travail à mener de front en tant que parent, et c'est très très important en effet d'en parler, d'en discuter. Alors c'est peut-être un peu prématuré, mais on sait toutefois que certains collégiens vont avoir accès très tôt à la cigarette, ou en tout cas voir par exemple des collégiens de 3e ou de lycéens, parce que le collège peut être dans le même bâtiment que le lycée, donc ils vont voir des collégiens fumer, ils vont être peut-être incités à le faire, à boire une bière ou à voir des aînés boire une bière ou autre chose, et puis même accès au cannabis, à certaines drogues, etc. Quelle prévention doit-on mener ?
Alors, ça peut vous paraître prématuré, mais toujours dans cet esprit dialogue, écoutez attentivement votre enfant. Si votre enfant évoque ce sujet, c'est que ça l'a marqué, donc il faut en parler. Il faut en parler avec lui, lui expliquer la dangerosité, mais ne pas... Ne pas diaboliser et puis d'avoir en souvenir ce que vous-même avez vécu, parce que je pense qu'on est tous passés par là, on a tous ou presque testé des choses, et le fait d'interdire de façon systématique, ça ferme le dialogue. Il vaut bien mieux expliquer les dangers pour la santé, etc., et de toujours dire, par contre, je suis là, s'il y a quoi que ce soit. Si un ou une de tes amis ne se sent pas bien parce que, voilà, vous avez fait des choses, vous avez trouvé une bouteille d'alcool dans le placard du père de bidule, voilà, surtout, viens m'en parler, je serai là pour t'aider, je serai là pour vous aider. Surtout, ne pas, effectivement, diaboliser, ne pas punir, ne pas interdire parce que vous vous fermez vraiment à l'opportunité pour votre enfant de venir vous demander de l'aide. Il y aura aussi au collège des interventions de l'infirmière scolaire. On dit toujours qu'il n'y a pas assez d'infirmières scolaires pour tous les établissements, mais ça reste une personne incontournable du collège qui va pouvoir en parler lors de séances de prévention avec les élèves. L'infirmière scolaire sera là également pour aborder les sujets de sexualité avec les élèves, toujours en fonction de leur âge et en fonction de ce qu'ils savent déjà. Pour les filles, l'infirmière scolaire sera également présente pour les accueillir. Donc en effet, l'infirmière scolaire est là pour recevoir les élèves. Donc en effet, les filles qui ont des soucis avec leurs règles, qui veulent tout simplement une protection hygiénique parce qu'elles ont une fuite. Lorsque c'est trop douloureux, un endroit repos, un endroit refuge où les filles peuvent se reposer. D'ailleurs, si les douleurs sont trop récurrentes, il faut absolument qu'elles vous en parlent, ou si même vous remarquez que les douleurs sont très récurrentes, c'est pas une fatalité d'avoir des règles douloureuses, il faut en parler. Il faut en parler, il faut aller voir un gynécologue, et puis avoir des traitements, il peut y avoir plein de choses. L'infirmerie, c'est aussi pour un élève qui a une migraine, qui en début d'un DST, parce que ça ne s'appelle plus des contrôles ou des évaluations en général au collège, ça s'appelle donc devoirs sur table, donc des DST. Et si par exemple un enfant a un coup de stress en début de DST, il peut passer par l'infirmerie pour discuter 2 minutes, pour se calmer, pour ensuite pouvoir retourner plus sereinement poursuivre son travail. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil qui est très important et effectivement, on espère qu'il y en a dans la majorité des collèges parce que c'est vraiment un espace indispensable, on trouve, dans les collèges. Alors parlons maintenant des activités extrascolaires. Faut-il les poursuivre au collège ? Oui. C'est vraiment au moment du collège où il faut inciter votre ado à continuer les activités sportives, notamment extrascolaires, mais surtout sportives. Vous avez sûrement entendu des nombreux messages de prévention à ce sujet, mais c'est important. C'est important qu'il n'ait déjà pas que le collège, qu'il ait d'autres activités en dehors de sa scolarité, qu'il rencontre d'autres personnes et puis qu'il continue l'activité physique. Voilà, l'activité physique, effectivement, l'importance du sport à partir de l'adolescence pour le développement corporel est très très important. Il faut trouver une activité qui plaise à votre enfant, ne pas le forcer parce que ce sera contre-productif. Tout ce qui concerne les activités plus artistiques, là, oui, je dirais quand même que ça relève du choix de votre enfant, si ça lui plaît, de forcer un enfant à faire du piano alors qu'il déteste et qu'il y va à reculons depuis plusieurs années, il est peut-être temps d'arrêter. Si c'est juste une petite phase où votre enfant va vous dire « Ah, mais là, j'ai trop de travail, j'ai pas envie », mais qu'il aime quand même cette activité, faut peut-être un peu réduire la cadence, mais ne pas arrêter. Et donc oui, pour le sport, il faut absolument qu'il y ait une activité sportive régulière. Alors, si c'est avec vous, d'aller en forêt le week-end, d'aller faire du vélo ensemble, très bien, parce que nous aussi, adultes, avons besoin de faire du sport régulièrement, donc ça, il faut pas hésiter. Le fait que votre enfant refuse activité scolaire et qui commence à se renfermer sur lui-même, ça peut être aussi un signe pour vous. Alors bien sûr, il y a l'adolescence qui passe par là, mais ça peut être des signes. Quand il se coupe de ses amis, quand il se coupe de ce qui se passe au collège, quand il se coupe des activités qu'il avait l'habitude de faire, de ses passions extrascolaires, donc ça peut être effectivement piano ou autre, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc essayez d'instaurer un dialogue, essayez de discuter avec lui, et c'est peut-être un mal-être qu'il exprime et peut-être une phobie scolaire. Alors,
C'est vrai que c'est un sujet très, très délicat, la phobie scolaire, mais je tiens quand même à rappeler quelque chose, c'est que vos enfants passent la majeure partie de leur temps à l'école, au collège, au lycée. Et souvent, on va parler de phobie scolaire, mais en général, la phobie scolaire, à ne pas confondre avec le harcèlement scolaire, qui n'est pas la même chose, la phobie scolaire est souvent le fruit d'un mal-être. Ça veut dire que si votre enfant ne fréquentait pas d'établissement scolaire, il aurait quand même ce souci. Donc ça se cristallise sur l'école, mais en général, c'est un problème plus profond. Donc surtout, pensez à aller consulter un spécialiste, un psychologue spécialisé dans les années collège, un pédopsychiatre, ça peut être aussi une assistante sociale selon les situations, si c'est aussi des problèmes familiaux. Surtout, consultez, parlez. Vous pouvez aussi en parler au professeur principal, évidemment, si vous avez de bonnes relations avec. Et puis, ne laissez pas votre enfant dans cette situation. Parfois, ça arrive qu'il faille aller jusqu'à la déscolarisation avec aussi un retour au collège par des établissements qui proposent une réadaptation. Mais sachez en général que le problème est souvent bien plus profond que uniquement un problème avec les établissements. Concernant le harcèlement scolaire, il ne faut pas se voiler la face. Cela arrive. Il faut en discuter avec votre enfant. Il faut aussi en discuter avec le personnel. C'est vrai que là, ça prend aux tripes quand votre enfant vous dit qu'il est victime ou qu'il se sent victime de harcèlement scolaire. Ça prend aux tripes. Et quand vous allez au collège, vous êtes en colère. Essayez, vous, de vous contrôler. Déjà, lorsque vous accueillez l'émotion de votre enfant, ne paraissez pas trop impacté par ce qu'il vous dit, parce que sinon, ça aura l'effet inverse. Il aura peut-être plus envie du tout de vous en parler. Dans tous les cas, quand vous allez dans l'établissement, ne soyez pas accusateur. Essayez, on est bien d'accord que c'est difficile, mais essayez d'engager un dialogue constructif aussi avec l'établissement en parlant du ressenti de votre enfant et des faits que votre enfant vous aura apportés. Il existe dans les établissements un protocole phare qui prend en charge les cas de harcèlement scolaire. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser les choses en l'état. Il faut vraiment qu'un accompagnement soit mis en place et en effet qu'il y ait une prise en charge de votre enfant. Je rappelle également que votre enfant peut être aussi celui qui harcèle. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des victimes. Alors bien sûr, ce sont les victimes qu'il faut non seulement prendre en compte, former et surtout faire de la prévention pour éviter justement qu'un enfant devienne victime de harcèlement. Mais n'oublions pas qu'il y a les enfants donc, qui harcèlent les autres. Et ça aussi, vous pouvez le détecter si vous voyez que votre enfant vous raconte des choses sur un ton moqueur en disant on l'a bien eu, bidule, ça fait la 3e fois qu'on lui fait ci, qu'on lui fait ça. N'hésitez pas quand même à, de la même façon, en parler avec lui, à essayer d'identifier si c'est vraiment quelque chose sur le ton de la rigolade et qu'il n'y a pas du tout de harcèlement. Et si au contraire, vous sentez qu'il y a une situation de ce type, vous pouvez aussi intervenir, en parler avec lui, avec elle, et aussi intervenir au niveau de l'établissement. Alors pour un petit peu finir sur toutes ces années collège, on a beaucoup parlé de la 6e, quoique tous les derniers sujets qu'on vient d'évoquer, ça concerne bien évidemment toutes les années du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Et puis votre enfant va régulièrement participer à des évaluations nationales. Ce sera d'ailleurs aussi le cas en élémentaire. Aucune pression par rapport à ces évaluations, c'est vraiment pour avoir une photographie de toute la France en général, d'un instant T, d'un niveau précis, pour voir un petit peu où en sont les élèves français. Donc, si vous apprenez qu'il y a des évaluations nationales pour votre enfant et auxquelles elle va participer, surtout, aucune pression. C'est vraiment justement pour uniquement évaluer le niveau de tous les élèves. Vous avez ensuite, en fin de 3e, le fameux brevet. Fin des années collège rime avec brevet. Une partie en contrôle continu, une partie examen final. Pour la partie examen final, il y a 4 épreuves écrites et une partie orale. Voilà, et puis c'est aussi le moment effectivement de savoir si votre enfant va en lycée général, parce que même si c'est la majorité des élèves qui vont aller en lycée général, il y a aussi des lycées pro avec des super programmes. Surtout, de la même façon, on ne stigmatise pas les lycées professionnels qui permettent parfois à des élèves qui ont plus envie de pratiquer, moins envie d'être assis à une table toute la journée, d'apprendre déjà un métier et de réussir de façon brillantissime des études en lycée professionnel.
Et puis, il y a aussi des enfants tout simplement qui ne veulent plus étudier. Et puis, c'est vrai que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc c'est la fin du collège. Et pour certains, ce sera peut-être la fin effectivement de leurs années d'école. Et ils auront envie d'aller tout simplement travailler, partir à l'étranger. Et surtout, suivez votre enfant. Ne l'obligez pas à ceci ou cela parce que, une fois encore, vous risquez de trouver en face une opposition ou alors quelques années plus tard une forte opposition ou des crises. Dialoguer, essayer d'exposer votre point de vue, essayer d'encourager dans la voie qui vous semble pour vous la meilleure, bien sûr, pour votre enfant, mais toujours communiquer. Vous avez également en année 3e un stage d'observation. Votre enfant peut d'ailleurs, un petit conseil, peut aller revoir ses directeurs, directrices d'école maternelle et élémentaire pour leur demander éventuellement s'ils sont prêts à l'accueillir pour un stage. Voilà, parce que c'est pas toujours évident de trouver un stage en 3e. On arrive à la fin de ce podcast L'école d'abord sur le thème de l'entrée au collège. N'hésitez pas à laisser des avis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.